se tourne vers le second invité. Il est aussi installé. Il s'appelle Aboubakar Sako, directeur de la communication du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Monsieur Sako, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir, j'allais dire, chers confrères. Oui, tout à fait. On est en train de démarcher pour que vous puissiez rejoindre l'équipe de Refaire le Monde en tant que chroniqueur. Mais aujourd'hui, on vous invite pour parler du département où vous êtes directeur de la communication. Est-ce qu'il y a quelque chose à défendre? Une très grande plume qu'il faut préciser de passage. Oui, bien entendu. Très grande plume. Je vous remercie. Finalement, la plume qui s'est tue. Non, il est communicant, il est chargé de communication. Il fait bien ce travail. La plume ne sait pas. La plume continue. Il est chargé de communication. Avant, c'était une plume qui était au service de l'opposition ou de la classe, faible, mais aujourd'hui, c'est devenu une plume au service. L'opposition n'est pas éternelle. Au service de la République. Sa plume reste. Bon, on va avancer. Oui, vous savez. C'est pas un débat dans un débat. Oui, allez-y. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à défendre? J'invite mon cher confrère à la retenue. Je suis là, on va débattre de toutes les questions. Exactement. Ouais. Je précise que je suis le chef service communication et relations publiques au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. L'exercice auquel nous nous livrons actuellement, là où vous vous livrez régulièrement, a deux principes. Le premier, les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. Moi, ce que je vais raconter ici sont des faits et vérifiables. Et vous vous demandez, je suis venu pour parler d'un département, et dès que vous dites ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, on voit les coupures, on va en qui sont réelles, comme vous le dites. Qu'on peut réduire si nous voulons. Qui relèvent des faits aussi. Oui, mais nous sommes des faits tangibles. Nous sommes en partie responsables de ces coupures et je vais vous le dire. Nous qui vous, ministère de l'Énergie, le ministère, les consommateurs. Attendez, que vous êtes, ce n'est pas nous qui coupons. Oui. C'est vous qui coupez. Oui, je dis que nous sommes en partie responsables et si nous voulons, souffrez de m'écouter, sinon nous allons perdre beaucoup de temps. Non, mais si vous dites déjà que nous sommes responsables, quel est ce citoyen qui peut aimer être dans l'obscurité? Voilà, nous pouvons réduire la cadence de ces coupures. Oui. Je peux anticiper pour parler de ce sujet. Allez-y. Vous apprenez souvent dans les quartiers qu'il y a des coupures. Pourtant, qui sont réelles. Oui, qui sont réelles. Oui. Qui sont réelles. Je vous demande, le demande. Si vous prenez un quartier X, vous avez une grosse caisse qui se trouve installée sur chaque carrefour que les professionnels appellent le transformateur. Oui. Ces transformateurs sont conçus à l'image des véhicules qui ont des charges. Si vous prenez, je prends l'exemple sur une camionnette qui à la fabrication supporte 5 tonnes. Ou 8. Mais à l'usage, on le fait supporter 10-15 tonnes. Finalement, la camionnette va céder. Et dans les quartiers, les transformateurs sont installés en fonction de la consommation qui est bien étudiée par EDG. Mais comme vous le constatez, partout poussent des immeubles. Et avec l'arrivée du courant, nos compatriotes, ce qui est normal, ont pris goût. Ils installent sans consulter l'EDG des climatiseurs. Vous pouvez trouver un bâtiment qui a 5 climatiseurs, alors que quand le monsieur vient pour s'abonner, il fait la demande de ce qu'on appelle le client, la facture sociale. La facture sociale, normalement, est attribuée à un citoyen qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de téléviseur, qui n'a pas de congélateur, qui n'a pas de climatiseur, qui vient sur lui seulement pour allumer le bouton et voir où se coucher. Mais aujourd'hui, tout le monde profite de ces factures sociales. Alors voilà pourquoi nous avons régulièrement des coupures dans le quartier. Et quand il y a coupure, on sort, malheureusement, on caillasse les véhicules de EDG, on caillasse le véhicule de notre parent qui a trimé 10 ans, 15 ans pour avoir la voiture. Et quand il y a deux problèmes qui se posent. EDG est obligé de remettre le compteur en tenant compte de la consommation qu'il va étudier cette fois-ci. Et aussi, il va réparer ce véhicule qui est cassé. Mais qu'est-ce qui arrive? Si Monument paye sa facture, ce que je fais, ce qu'il fait régulièrement, je suis entièrement d'accord. Je vais prendre un exemple. Sur chaque facture que Monument paye régulièrement, sur 1 kWh qu'il consomme, l'État guinéen le paye, sans qu'il ne chasse, 1600 francs guinéens. Et si on fait la sommation de tous les abonnés de EDG, par an, l'État débourse 3,5 milliards. Et ces 3,5 milliards s'obtiennent sur les redevances minières. Et quand vous voyez le package que la Guinée dispose actuellement, nous avons 1302 MW. Ces 1302 MW, l'État n'a que 254 MW qui lui appartiennent. Tout le reste appartient au privé.
vous avez le couple Soa-Petit-Kaleta qui a 690 MW. Et ces 690 sont vendus à EDG. L'argent est reversé à ces trucs, très cher. Ouais. Et c'est des groupes, c'est des barrages qui n'appartiennent pas à la Confirmer que c'est très cher. qui sont construits. Bon, ça dépend. On va le laisser. Je vous ai dit que la subvention vous permet de payer sans que vous ne le sachiez. C'est ce qui est clair. Il faut qu'on explique ça à nos compatriotes. Il faut que les gens acceptent de s'abonner conformément à leur consommation. Qu'on arrête d'utiliser des clandestins qui se disent électriciens dans les quartiers, dont on demande les services pour les branchements. Vous avez M. X qui peut se taper un immeuble de 5 à 6 étages, au lieu de passer par la procédure régulière, de s'abonner, parce que quand il s'abonne, premier abonnement, il va payer un montant X qui est faramineux à ses yeux, il passe par des clandestins du quartier, il se met sur la ligne. Et à l'arrivée, c'est le poteau c'est le transport qui va payer. Le département a fait quoi pour pallier maintenant, ce que je veux vous expliquer, nous avons à partir de... Oui. Après, oui, à partir de... Oui, au niveau de la facture sociale, c'est discutable. À partir du 22, à la faveur du mini-remaniement qui est intervenu le 20 août de l'année dernière, le département a eu la chance d'avoir à sa tête un fiscaliste, un analyste fiscaliste qu'on appelle Ali Sedouba Souma. Et comme vous le constatez, il était le seul arrivant au gouvernement. Les autres, on a fait ce qu'on appelle les jeux de chaises musicales. Ils ont permis des postes. Et ce monsieur, à sa prise de fonction, il a pris la peine d'écouter tous les services en vue d'identifier les problèmes. Et quand il a fini d'écouter, il a compris que c'est un département de projet. Et que donc, il faut être beaucoup plus sur le terrain que dans les bureaux. C'est ainsi qu'à la faveur de ces multiples déplacements, je me souviens, nous étions encore à Kaleta, que l'idée d'organiser les états généraux du secteur de l'énergie lui est arrivée. Nous étions autour de la table. Il a dit, mais pourquoi on n'organiserait pas les états généraux du secteur de l'énergie? Et ce qui fut organisé, qui a été bâti sur 4 chaînes de valeur. La première chaîne de valeur, ce que je viens de vous expliquer, c'est la production. Pour voir, est-ce que nous avons suffisamment de production pour servir le pays? Et donc, à la lumière des études, il a été constaté que nous avons 1302 MW. C'est ce que je viens de vous expliquer. Le second sujet qu'on a débattu, c'est le transport. C'est-à-dire que nous avons des barrages, mais est-ce que nous avons suffisamment de lignes de ces barrages pour les ménages, pour les industries, pour les miniers? Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de lignes. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de produire, de construire des barrages, et le plus souvent on a fait une ligne. C'est ce que vous constatez. Dès que une ligne cède, c'est tout le quartier qui est mis dans le noir. Et donc, les études ont démontré que la construction des lignes est beaucoup plus coûteuse que la construction des barrages. Et donc, actuellement, si vous avez suivi, nous sommes passés à plusieurs reprises à l'Assemblée pour signer des conventions. La dernière, c'était un prêt que le département a eu à travers la Banque islamique de développement à hauteur de 90 millions de dollars pour le renforcement des lignes. Et donc, le troisième sujet qu'on a débattu, c'était la distribution. Et le quatrième et dernier, c'était la commercialisation. Au niveau de la commercialisation, on s'est rendu compte que les gens payent moins de factures. Les gens payent moins de factures et que la plus grande charge se repose sur l'État. Je vais vous donner un exemple. La ville de Zéro-Corée est alimentée à partir de la Côte d'Ivoire, dans un groupement qu'on appelle CLSG. La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Et vous savez combien ça coûte à l'État guinéen par mois? L'État paye 6 milliards de francs guinéens à la Côte d'Ivoire. Et quand EDG recouvre les factures, nous avons 1,7 milliard. Et donc, on s'est rendu compte que... Il faut aller chercher 4,3 milliards 4,3 milliards plus les 3,5 milliards qu'on paye en termes de subventions. Ça veut dire quoi? Si nous ne nous sacrifions pas pour payer les factures convenablement, je vous jure qu'un jour, vous allez vous réveiller que vous ne pourrez pas tenir les émissions ici. Parce que le pays va se retrouver dans le noir. Et ensuite, il faut que nos compatriotes acceptent une chose. Avant la construction des barrages, la Guinée n'avait pas plus de 100 MW.
avant qu'à l'État soit petit. Et tout le monde avait des groupes électrogènes dans les quartiers. Pas tout le monde, la plupart, je dis, avaient des groupes dans les quartiers. Et quand un groupe tombe en panne, ou bien un groupe, si Homo met le carburant dans son groupe électrogène et qu'à partir de 0 heure, le carburant est fini, ou bien le groupe cède, le lendemain, il cherche un technicien pour réparer son groupe. Il ne se met jamais dans la rue pour crier, pour dire que le courant est parti chez moi, je vais le revendiquer. Mais aujourd'hui, nous avons, avec les efforts que le gouvernement a consentis, depuis jusqu'à aujourd'hui, nous avons au moins le minimum aujourd'hui pour ravitailler nos villes et nos villages en termes de... Mais quand vous parlez d'efforts du gouvernement, vous parlez du paiement des factures avec les citoyens. On sait que également les gens sont moins payés ou sont mal payés dans notre pays. Cet effort-là, cet argent-là, c'est pour les membres du gouvernement ou bien c'est pour l'ensemble des Guinéens qui est tiré de l'exploitation quelque part, qui doit servir à tout le monde, qui est utilisé pour le... Parce que ailleurs, par exemple, il y a même des biens, il y a des prestations qui sont gratuites parce que l'État engrange beaucoup de taxes. Oui. Maintenant, si vous continuez à encore dire on est un pays minier, on est ici, on est ça, le gouvernement ne fait rien pour... alléger la souffrance. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Le gouvernement, vous savez, il est difficile de défendre quelque chose dont on n'a pas la réalité. Quand on est en dehors de la boîte et quand on est à l'intérieur, on a deux visions différentes. D'accord. Le gouvernement fait énormément. Je viens de vous expliquer le système de factures sociales. Non, le gouvernement donne parce que le gouvernement peut prendre ailleurs. Ailleurs, là où il prend, c'est fortement réduit. Je viens de vous expliquer. Vous avez dit qu'on a beaucoup de sociétés minières. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Mais les sociétés minières-là, les redevances qu'ils payent à l'État, l'État utilise ces redevances-là pour payer, pour compléter les factures que nous payons. Et alors que l'État n'a pas que le courant à nous donner. L'État a les routes à nous donner. Il a l'électricité dans les grands pays, comme Condé l'a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui. Il y a l'État qui, si vous ne travaillez pas, on vous entretient. Vous êtes tellement assisté. Il y a ce qu'on appelle sécurité sociale. Ailleurs. Mais ici, malheureusement, l'État ne fait absolument rien pour les allocations sociales. L'État ne fait rien. L'État fait beaucoup de choses. Ailleurs, l'exemple que vous donnez, ailleurs. Ça peut remplacer cela. Ailleurs, les citoyens aident à renflouer les caisses de l'État. Parce que même le monsieur qui vend les cigarettes dans un coin de rue contribue à la caisse de sécurité sociale. Ce que l'État redistribue ailleurs, en fait, c'est une économie réalisée par des citoyens. Par exemple, quand vous êtes les médias, on vous appelle, quand vous évoluez dans les médias en France ou en Belgique, on vous appelle un indépendant. Un indépendant, vous êtes affilié à une caisse de sécurité sociale où vous cotisez régulièrement, mensuellement. Dès que vous perdez votre boulot à Djoma, l'État, la caisse dans laquelle vous payez, vous reprend et continue à reverser ce que vous avez payé quand vous étiez actif. Est-ce que l'État joue son rôle aussi en France, ça s'appelle l'échec énergie. Est-ce que l'État joue son... Ça existe. Est-ce que l'État joue son rôle pour pouvoir recouvrer? Parce que quand vous donnez l'exemple des factures sociales, des factures sociales, quand le citoyen vient, est-ce que ce n'est pas l'État qui manque d'aller contrôler, voir si effectivement le citoyen a une chambre salon? Donc à un moment donné, c'est l'État aussi qui est défaillant dans son système de recouvrement. Et quand je dis l'État, le ministère qui ne contrôle pas bien EDG, qui est directement la main à la pâte. Qu'est-ce que l'État fait pour réglementer le EDG? Il y a le mode d'abonnement. Il reste 2 minutes là. Oui, allez-y. Il y a le mode d'abonnement qui a complètement faussé dans notre pays. C'est ce que je viens de vous dire. Les citoyens ne passent pas par la procédure régulière d'abonnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les clients... mais ces électriciens-là dont vous parlez, c'est des stagiaires non régularisés EDG n'a pas 800 000 clients. Jusqu'ici. EDG n'en a pas. Non, parce que les gens ne passent pas par la procédure régulière. Tout le monde utilise les clandestins dans les quartiers. Mais c'est EDG encore qui facilite ça. Non, c'est pas EDG, c'est des clients, c'est des gens qui sont dans les quartiers, qui s'érigent en électricité. Mais qui sont souvent des stagiaires aussi de EDG. Dans tous les quartiers, il y a des agents de zone. Maintenant, sa question, dans le domaine de l'eau. Parce qu'il y a... Dans le domaine de l'eau, vous êtes aidé par les efforts dans le domaine de l'eau, après l'arrivée de M. Ali Seydou Bassouma, on a constaté que c'est le domaine qui est le plus délaissé dans notre pays. On a fait beaucoup de visites sur le terrain
à ce niveau, pour régler le problème, il a organisé ce qu'on appelle le forum de l'eau et de l'assainissement. Les techniciens se sont retrouvés, ils ont évalué... La direction... Non, c'est le ministère qui a organisé avec l'appui... Non, c'est le ministère qui a organisé avec l'assistance de la direction générale. De la SEG. Oui, n'oubliez pas que nous sommes la tutelle technique de EDG, de la SEG et de tous les EPA qui sont reliés à notre département. Donc, c'est le département qui a organisé le forum de l'eau et de l'assainissement. D'accord. Les techniciens se sont retrouvés, ils ont évalué le besoin. À l'horizon 2040, la Guinée a besoin, à partir de l'instant, de 2 milliards 700 millions de dollars. 2 milliards 700 millions de dollars. C'est pourquoi on a organisé le forum. Et à l'issue du forum, il y a eu des tables rondes au cours desquelles les bailleurs de fonds ont mis la main à la poche à hauteur de 2 milliards 416 millions. Et le gouvernement guinéen a complété, bien entendu, avant d'aller au forum. Le gouvernement avait payé 20%, donc ça fait 500 millions de dollars. Donc aujourd'hui, nous avons suffisamment de ressources, mais les ressources promises par les bailleurs de fonds, il faut aller les chercher. Vous le savez autant mieux que moi. Ouais. Lorsque ces gens-là promettent, par exemple à la sortie d'une guerre civile ou bien d'un problème de reconstruction des pays, chacun vienne autour de la table pour promettre. Il faut organiser des missions pour aller vers eux afin que chacun respecte son engagement. Voilà, donc, si ces engagements sont respectés, à l'horizon 2040, le problème d'eau peut aussi être réglé progressivement. On va vous recevoir une autre fois pour aller un peu plus en profondeur par rapport à tout ce qui est fait au niveau du département de l'énergie et de l'hydraulique, parce qu'on se rend compte qu'il y a matière à débattre autour de ces différentes questions qui sont directement liées à notre existence, l'eau et le courant. Ils sont indispensables dans la vie de l'homme. Merci à vous donc.